Crainte et respect des parents. Dostoïevski, Tchekhov, Kafka, Nietzsche. Deux écrivains russes, Tchekhov et Dostoïevski, ont énormément marqué ma jeunesse. Plus tard, j'ai découvert avec quelle efficacité sans faille fonctionnait, au XIXe siècle encore, le mécanisme de la déconnexion. Quand j'ai enfin réussi à abandonner mes illusions sur mes parents et à mesurer les répercussions de leur mauvais traitement sur ma vie, j'ai ouvert les yeux sur des faits auxquels, auparavant, je n'accordais pas d'importance. Par exemple, j'avais lu dans une biographie de Dostoïevski que son père, après avoir exercé la médecine, avait hérité dans sa vieillesse d'un domaine où travaillaient une centaine de serfs. On sait qu'il les traita si cruellement qu'ils finirent un jour par le battre à mort. Il est probable que la brutalité du maître ait largement dépassé la mesure habituelle, car sinon, comment expliquer que des serfs se soient exposés à la peine de bannissement plutôt que de continuer à supporter un régime de terreur? Selon toute vraisemblance, le fils aîné d'un tel homme avait dû pâtir de cette violence. J'ai donc voulu savoir comment un romancier connu dans le monde entier avait intégré cette situation dans son histoire personnelle. Je connaissais bien entendu sa description du père impitoyable dans Les Frères Karamazov, mais je voulais savoir quelle était, dans les faits, sa relation avec son père. J'ai donc cherché dans ses lettres, je n'en ai trouvé aucune qui lui soit adressée, et dans toute la correspondance. Il n'est mentionné qu'une seule fois, en des termes censés attester tout l'amour et le respect que lui vouait son fils. En revanche, dans presque toutes ses lettres, Dostoïevski se plaint de ses difficultés financières et sollicite des aides sous forme de prêts. À mes yeux, on peut y lire clairement la peur d'un enfant perpétuellement menacé dans son existence même, ainsi que son désir désespéré de trouver auprès du destinataire de la bienveillance et un peu de compréhension pour sa détresse. On sait que Dostoïevski avait une très mauvaise santé. Il souffrait d'insomnie chronique et se plaignait de cauchemars, qui reflétaient probablement, sans qu'il en prenne conscience, les traumatismes de son enfance. En outre, il fut atteint des décennies durant de crises d'épilepsie. Cependant, personne ne semble avoir fait la relation entre ces attaques et les souffrances de ses jeunes années. Et personne n'a perçu que derrière sa passion du jeu, il était véritablement accro de la roulette, se cachait la quête d'un sort plus clément. Sa femme l'aida certes à se libérer de cette drogue, mais elle ne put lui tenir lieu de témoin lucide, et à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, il était hors de question de proférer des accusations contre son propre père. J'ai trouvé un tableau analogue chez Anton Tchekhov, qui, dans son récit Le Père, décrit avec sans doute beaucoup de précision la personne de son propre père, ancien serf et alcoolique. Il s'agit dans cette nouvelle d'un ivrogne qui vit au crochet de son fils, se vante de leur succès afin de dissimuler sa propre vanité, mais n'a jamais essayé de voir qui ils sont vraiment, et ne témoigne en aucune façon de tendresse ou de dignité personnelle. Ce récit est considéré comme une œuvre purement littéraire, et l'auteur l'a totalement dissocié de sa vie consciente. S'il avait pu ressentir comment son père l'avait réellement traité, il aurait probablement été révolté. Au lieu de cela, il a entretenu toute sa famille, y compris quand ses revenus étaient encore très faibles. Il payait le loyer de l'appartement de ses parents à Moscou, s'occupait affectueusement d'eux et de ses frères. Et je n'ai trouvé dans sa correspondance que fort peu d'allusions à son père. Les rares lettres où il le mentionne attestent une attitude bienveillante et pleine de compréhension à son égard. On n'y décèle pas la moindre trace de rancœur pour les cruelles raclées que dans son enfance son père lui infligeait presque quotidiennement. Vers l'âge de 30 ans, Tchekhov passa quelques mois sur l'île de Sakhaline, qui était une colonie pénitentiaire, afin, expliqua-t-il, de décrire la vie terrible des déportés et les sévices qu'on leur faisait subir. Il ne se rendait sans doute pas compte qu'il était leur semblable. Il mourut à 44 ans, et la plupart des biographes imputent cette mort prématurée aux atroces conditions de vie sur l'île de Sakhaline. C'est oublier qu'Anton Tchekhov avait souffert toute son existence de tuberculose, tout comme son frère Nikolai, qui succomba plus jeune encore. Dans L'Enfant sous terreur, j'ai montré que certains auteurs, c'est le cas notamment de Kafka, avaient pu survivre grâce à l'écriture, mais que celle-ci n'avait pas suffi à délivrer complètement l'enfant enfoui en eux, à lui rendre sa vitalité, sa sensibilité et un sentiment de sécurité. Pour y parvenir, le secours d'un témoin lucide est indispensable. Franz Kafka trouvait en Milena, et surtout en sa sœur Otla, des témoins de sa souffrance. Il pouvait se confier à elle, mais non leur parler des peurs de sa petite enfance et de ce que lui avaient infligé ses parents. Cela restait tabou. Il a certes, en fin de compte, écrit la célèbre lettre au père, mais il ne lui a pas envoyée. Il l'a adressée à sa mère, en la priant de la lui remettre. Il espérait que grâce à cette lettre, elle comprendrait enfin sa souffrance et lui servirait de médiatrice. Mais la mère garda la missive part devers elle et n'essaya jamais de parler avec son fils de son contenu. Or, Kafka était hors d'état de se confronter seul avec son père. Il était beaucoup trop terrifié par la menace du châtiment. Il nous suffit pour le comprendre de songer à son récit, Le Verdict, qui décrit cette angoisse.
Kafka n'avait malheureusement personne qui aurait pu l'encourager à braver sa peur et à envoyer cette lettre. Cela l'aurait peut-être sauvé. Tout seul, il était incapable d'oser franchir ce pas. Il contracta la tuberculose et mourut à 41 ans. Il existe des analogies entre l'histoire de Kafka et celle de Nietzsche, dont j'ai relaté le sort tragique, dans La connaissance interdite et Abattre le mur du silence. Je vois en l'œuvre grandiose de Nietzsche un cri, appelant l'homme à se libérer du mensonge, de l'exploitation, de l'hypocrisie et de son propre conformisme. Mais personne, et lui moins que tout autre, n'a su combien encore enfant il avait souffert de ces fléaux. Son corps, cependant, ressentait sans répit le fardeau. Il n'était encore qu'un petit garçon lorsqu'il fut atteint de rhumatisme, qui, de même que ses violents maux de tête, était certainement imputable à la répression des émotions fortes. Il avait en outre quantité d'autres problèmes de santé. Il lui arrivait de tomber malade jusqu'à, semble-t-il, une certaine fois durant une même année, une centaine de fois. Personne ne pouvait s'apercevoir qu'il souffrait en réalité de la morale mensongère qui imprégnait sa vie quotidienne, puisque tout le monde baignait dans la même atmosphère. Mais son organisme ressentait ces mensonges avec plus d'acuité que celui des autres. Si quelqu'un l'avait aidé à accepter le message de son corps, Nietzsche n'aurait pas été condamné à perdre la raison, afin de pouvoir, jusqu'à la fin de ses jours, rester aveugle à sa propre vérité.